Je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver dans ce que j'ai à dire aujourd'hui. Le polygamisme n'est pas juste une histoire de polygamie. C'est une histoire qui parle des conséquences qui arrivent lorsque nous passons des années à choisir tout le monde sauf nous-mêmes. En regardant cette vidéo, j'ai vu une femme qui acceptait des miettes par amour. J'ai vu une femme qui avait tellement peur du regard des autres qu'elle a préféré rester dans une relation qui la détruisait. J'ai vu une femme qui pensait pouvoir récolter ce qu'elle n'avait jamais sémé. J'ai vu une femme tellement blessée qu'elle a failli pas devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Et surtout, et le plus dur dans tout ça, c'est que j'ai vu des enfants payer le prix des décisions des adultes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une discussion entre femmes, pas seulement sur cette série, mais surtout sur les leçons de vie qu'elle nous donne. Alors, avant de commencer à parler des 5 leçons de vie que j'ai retenues de cette série de polygamistes, je vais d'abord planter le décor. Alors, on a Jonasi qui est l'acteur principal du film. Alors, Jonasi a connu 4 femmes dans sa vie. La première femme était Essie. Essie, c'est la femme de galère. La femme qu'il a connue quand il n'avait rien. La femme qu'il a connue quand il était encore un élève, quand il partait encore au collège dans son petit village. C'est celle-là qu'il a aimée quand il n'avait rien, qu'il a aimé pour ce qu'il était. C'est celle-là qui a sponsorisé ses études pour qu'il puisse aller étudier en ville. C'est elle qui lui a donné l'argent pour qu'il puisse aller en ville, continuer ses études universitaires parce que son papa avait refusé de sponsoriser son éducation. C'est celle-là qui a cru en lui. C'est celle-là qui a cru en son potentiel. Et lorsqu'il partait en ville étudier, il a promis à Essie que je vais rentrer, je vais t'épouser, je vais te construire une maison à deux étages, je vais te faire des enfants. Essie a cru en Jonasi. Essie a investi en Jonasi. Ensuite, on a la deuxième femme de sa vie, Joyce. Joyce, c'est la femme qu'il a connue une fois qu'il est arrivé en ville. C'est celle-là qu'il a rencontrée lorsqu'il était déjà à l'université. C'est celle-là qui faisait partie de la high society. C'est une fille, comme on dit chez nous, de bobo. C'est une fille qui vient d'une grande famille. Et c'est celle-là qui pouvait lui permettre d'avoir accès à ce qu'il voulait. Il avait peut-être déjà les diplômes, mais comme on dit chez nous en Afrique, il n'avait pas les connexions. Joyce, c'est celle-là qu'il a épousée officiellement pour la première fois. C'est sa femme, c'est sa première femme qu'il a épousée légalement. Essie, c'est la femme de galère. Joyce, c'est la titulaire. Ensuite, on a Matiba. Matiba, c'est ce qu'on appelle dans le langage communément la tisa. Elle est venue dans la vie de Jonasi parce qu'il était riche, parce qu'il avait de l'argent. Je tiens à préciser ici là que Matiba est entrée dans la vie de Jonasi en postulant pour un poste de responsabilité dans la société où Jonasi était responsable et directeur. Et dans ces sociétés-là, Jonasi travaillait avec son frère. Matiba, à la base, sortait avec le frère de Jonasi. Mais sa principale cible, c'était Jonasi parce qu'elle voulait le pouvoir. Et elle savait que si elle a accès à lui, elle aura accès à toutes les facilités. Alors, elle est entrée dans la société en passant par son frère. Mais elle est arrivée, elle a séduit Jonasi parce que Jonasi ne l'a pas cherché. C'est elle qui l'a séduite. Elle a compris qu'elle était belle, elle était jeune, elle avait des atouts. Et que les hommes, vous les connaissez avec leur quéquette, ils ne pouvaient pas résister. Matiba, c'est la tisa. C'est celle qu'il a rencontrée lorsqu'il était déjà riche, lorsqu'il était déjà bien assis. C'est celle qui pensait pouvoir venir et profiter du travail que les autres ont battu. Ensuite, on a la quatrième femme, qui est Lindali. Lindali, c'est la meilleure amie de sa fille, de la fille de Jonasi, de la fille qu'il a eue avec Joyce. C'est une petite fille qui vient d'un quartier précaire, qui a grandi sans trop de bases, sans trop de repères et qui essaie de se chercher dans la société. Comme on dit, c'est une gars qui a les yeux ouverts. C'est une panthère. L'anga veut se faufiler. Voilà les 4 femmes qui ont fait partie de la vie de Jonasi. Toujours pour planter le décor, je vais vous présenter ces 3 enfants. On a Boumé, qui est la fille qu'il a eue avec Joyce. Sa titulaire, sa femme officielle, c'est qu'il a épousée officiellement. On a Sarah, qui est la fille
que Essie a eu avec Jonasi, et on a Menzi qui est l'aîné de la famille, qui est le garçon que Joyce a eu avec Jonasi. Voici donc en quelques mots l'histoire de la série de Polygamiste. Mais honnêtement, après avoir terminé cette vidéo, je ne suis pas restée bloquée sur le personnage Jonasi. Je ne suis pas restée bloquée sur la polygamie. Ce qui est resté avec moi, c'est ce que chacune de ces femmes a accepté. Parce qu'au-delà des disputes, des trahisons et des drames, cette histoire nous montre quelque chose d'un peu plus profond. Elle nous parle de l'estime de soi. Elle nous parle des choix que nous faisons par amour. Elle nous parle du regard de la société. Elle nous parle de la souffrance. Elle nous rappelle que nos décisions ont souvent des conséquences bien au-delà de nous-mêmes. Personnellement, je retiens 4 grandes leçons de cette histoire. La première leçon, apprends à te choisir. Fais de toi ta priorité. Si nous prenons le personnage de Essie, qui est la femme de Galère, cette femme a investi en Jonasi. Elle a cru en lui. Oui, cette femme a aidé Jonasi à devenir ce qu'il était aujourd'hui. Parce que si elle n'avait pas donné l'argent à Jonasi, si elle n'avait pas sponsorisé ses études en ville, il n'aurait jamais eu la chance de rencontrer Joyce. C'est vrai. Je tiens à préciser que pendant que Jonasi est en ville, il ne répond pas à Essie. Il ne cause pas avec elle, il ne communique pas avec elle. Lorsqu'il revient au village avec la voiture comme il avait promis, il lui demande de l'épouser traditionnellement, elle accepte. Il a épousé, mais cette fois-ci traditionnellement. Il a fait revenir Essie en ville. Il ne l'a pas mis dans un quartier de suburb, dans un quartier de riche. Il l'a mis à Soweto, qui est un peu un quartier de pauvres. Mais néanmoins, il a construit une grosse maison, 2 étages comme il l'avait promis. Il lui a donné une voiture et il sponsorisait sa vie. Essie, il a fait passer Essie pour sa belle-sœur. Essie était officiellement devant les yeux de sa femme comme étant la femme de son frère. Donc pour Joyce, Essie était sa belle-sœur. En acceptant d'épouser Jonasi, Essie est consciente du fait que Jonasi est marié en vie. Elle est consciente du fait qu'elle va aller en vie jouer le deuxième rôle. Alors la question que je me pose est de savoir pourquoi est-ce qu'elle accepte ça? Pourquoi est-ce qu'elle accepte de vivre cachée? Pourquoi est-ce qu'elle accepte d'être l'ombre d'une autre femme? Pourquoi? À cause de l'argent? Est-ce qu'elle a pensé aux enfants qu'elle aura dans ce mariage, qui aussi devront vivre cachés? En quel moment est-ce qu'elle a pensé à elle? En quel moment est-ce qu'elle s'est mise first? Elle s'est mise, elle, en priorité. Est-ce que c'est parce que Jonasi lui donnait la possibilité d'avoir une vie meilleure en ville, une maison en étage, une voiture? Est-ce que cela justifiait le fait de vivre dans l'ombre? Je sais bien que certains gens diront, mais c'est grâce à elle s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors elle devrait pouvoir profiter du fruit de son travail. Mais la véritable question qu'on devrait se poser, ou je pense qu'elle aurait dû se poser, c'est est-ce que ma vie se résume à ça? Je sais que d'autres gens vont dire qu'elle a fait par rapport à l'argent. Mais je suis désolée. Pour moi, le confort que Jonasi donnait à Essie, c'était les miettes. Pour moi, l'argent que Jonasi donnait à Essie, c'était des miettes. Parce que si vous avez vu la série, vous avez vu qu'elle ne vivait pas dans le quartier des riches. Elle était dans le quartier des pauvres. Malgré le fait qu'on lui ait construit une maison à 2 étages. Sa fille voulait aussi avoir le iPhone comme Boumé, qui était l'enfant officiel. Ça veut dire que sa fille n'avait pas le iPhone. Alors franchement, la question que je me pose, c'est pourquoi accepter d'être la deuxième femme pour des miettes en plus? Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à ta fille? Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à toi? La preuve en est qu'elle souffrait tellement de cette situation qu'elle s'est réfugiée dans l'alcool. Et si elle est une femme alcoolique, elle buvait sans cesse. Et pour combler le vide qu'elle avait, elle avait un petit tomboy là, un petit pompier qui lui servait de temps en temps à se soulager. Parce que Jonasi passait chez elle de temps en temps. En fait, il allait là-bas quand il avait des problèmes avec Joyce. Alors, en quel moment est-ce qu'elle s'est choisie? En quel moment elle s'est dit que la vie qu'elle méritait était d'être la femme cachée?
la femme qu'on ne connaît pas, la femme qui n'est pas officielle, la femme qui est officieuse. En quel moment elle s'est dit que c'était ok de continuer à vivre comme ça? Essie ne s'est pas choisie. Elle ne s'est jamais d'ailleurs choisie. Alors quand on regarde le personnage de Essie, on se rend compte que c'est une femme qui ne s'est pas choisie. C'est une femme qui n'a pas fait d'elle la priorité. C'est une femme qui ne connaissait pas ses valeurs et qui ne s'est pas dit à un moment donné, je peux vivre sans Jonasi, je peux réussir sans lui, je peux être heureuse sans lui. Pour moi, Essie représente beaucoup de femmes qui confondent amour et sacrifice. Retenez ceci, les filles, les femmes. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous choisir, mais on peut toujours se choisir soi-même. Essie croyait peut-être qu'en étant patiente, en étant docile, en étant coopérative, un jour, Jonasi allait la choisir. Sauf que jusqu'à la fin, même dans sa maladie, c'est elle qui prenait soin de lui. C'est elle qui était là pour préparer des soupes pour lui. Il a refusé de rentrer vivre avec elle. Jonasi ne l'a jamais choisi. Donc retenez ceci les filles. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous choisir, mais on peut toujours se choisir soi-même. Choisissez-vous. Dans toutes les situations que vous vivez, mettez-vous en priorité. Que ce soit avec votre mari, que ce soit avec votre père, votre mère, votre enfant, que ce soit avec qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes la priorité. Rappelez-vous que vous êtes la priorité et que vous devez pouvoir vous remplir vous d'abord avant de chercher à satisfaire les autres. Toujours dans la même thématique où on parle de se choisir, de faire de soi la priorité, je vais parler maintenant du personnage de Joyce. Combien de femmes restent dans des relations toxiques parce qu'elles ont peur du regard des autres? Joyce savait que son mari entretenait une relation avec une autre femme. Il avait d'ailleurs déjà déménagé de la maison. Il était allé vivre avec la femme, avec Matiba. Elle était au courant de ça. Il demandait même le divorce, mais elle refusait. Et la principale raison pour laquelle elle refusait, c'est parce qu'elle s'était construit une image dans la société. Elle s'était construit une image sur les réseaux sociaux. C'était la femme qui avait le mariage parfait. C'était la femme qui donnait des conseils. C'était la femme qui était d'un certain rang social, qui ne pouvait pas se permettre d'avouer aux yeux de tout le monde que son mariage n'a pas marché, que son mariage a échoué. C'était une femme qui avait une image à préserver, coûte que coûte. Joyce est allée jusqu'à organiser ses 20 ans de mariage, célébration de 20 ans de mariage avec son mari, pendant que ce monsieur-ci vivait dans la maison avec sa tisa. C'est une femme pour qui le regard des autres était tellement important, plus important qu'elle-même. Jusqu'à quand vas-tu continuer à sacrifier ta vie par rapport au regard des autres? Jusqu'à quand vas-tu continuer à traverser ta vie par rapport au regard des autres? Joyce, c'est une femme qui est restée dans le mariage. Pas parce qu'elle n'avait pas les moyens, elle avait l'argent. La société que son mari contrôlait, elle avait 50% des parts. Donc, elle avait les moyens de sa politique. Elle était financièrement stable. Elle pouvait se reconstruire financièrement. Elle n'avait pas besoin de Jonasi. Elle est restée dans le mariage parce qu'elle avait peur du regard des gens. Parce qu'elle avait peur de ce que les gens vont dire. Parce qu'elle avait peur que cette image qu'elle s'était construite de femme parfaite, de mariage parfait, tout devait tomber à l'eau. Elle avait peur de ce que les gens vont dire d'elle. C'est la véritable raison pour laquelle elle reste dans ce mariage. Pour Joyce, admettre publiquement que son mariage avait échoué sera un échec. Alors elle était prête à tout pour garder cette image. Quitte à sacrifier sa paix, quitte à sacrifier son mental health, quitte à sacrifier son estime. Elle s'est perdue dans tout ça. Alors elle a préféré sauver les apparences plutôt que de se sauver elle-même. Et c'est une leçon que beaucoup de femmes devraient entendre. Parfois nous restons dans des relations qui nous détruisent simplement parce que nous avons peur de ce que les gens vont dire. Nous avons peur du jugement. Nous avons peur des commentaires. Nous avons peur des critiques. Nous avons peur d'être considérés comme un échec. Mais à quel moment le regard des autres devient-il plus important que notre paix intérieure? À quel moment devient-il plus important que notre bonheur? À quel moment devient-il plus important que nous-mêmes?
Pour moi, se choisir est l'une des plus grandes leçons de cette histoire. Choisis-toi. Choisis-toi avant l'image. Choisis-toi avant les apparences. Choisis-toi avant les attentes de la société. Parce que les gens parleront aujourd'hui, puis passeront à autre chose demain. Mais toi, tu devras vivre avec les conséquences de tes choix pendant des années. La conclusion de cette analyse en ce qui concerne le personnage de Joyce, c'est que, à force de vouloir sauver son image, elle a fini par se perdre elle-même. La leçon numéro 2 que nous retenons de cette série, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Je m'adresse personnellement à mes jeunes sœurs, à mes filles. Tout ce qui brille n'est pas or. Pour illustrer cette leçon, nous allons prendre le personnage Matiba. Je pense que Matiba apporte une leçon très intéressante, surtout aux jeunes femmes. Matiba savait que Jonasi était marié. Matiba est venue pour le statut. Elle est venue pour l'argent. Elle pensait pouvoir remplacer la première épouse. Elle pensait que son pouvoir de séduction suffirait. Au début de la relation, Matiba pensait avoir le contrôle de la situation. Jonasi mangeait dans ses mains, tellement elle était forte dans les positions 374. En tout cas, Jonasi, c'est quelqu'un qui avait un appétit très forte. Et Matiba avait compris ça. Donc la fille libérait dans tous les sens, dans tous les coins et dans tous les corners, dans toutes les positions. Elle faisait les positions équerres, 460. Où elle maîtrisait le gars. Elle le maîtrisait. Elle était tellement devenue hautaine qu'elle se permettait de parler à Joss n'importe comment. Elle se croyait trop forte. Elle pensait que comme elle était jeune, fraîche, et qu'elle connaissait les positions terribles, elle allait écarter tout le monde sur son passage. Matiba est venue dans la vie de Jonasi à cause de son argent. Elle voulait récolter le fruit de ce qu'elle n'a pas sémé. Et en plus, dans son attitude, elle était très hautaine avec la femme légitime de Jonasi qui était Joyce. Elle voulait récolter le fruit de ce qu'elle n'avait pas sémé. Faites très attention, mes jeunes sœurs. Très attention. Ne soyez pas des Matiba. Ne devenez pas des Matiba. Ne convoite pas une place que tu n'as pas aidé à construire. Matiba a vu les résultats. Elle a vu les belles maisons. Elle a vu les belles voitures. Elle a vu le statut social. Elle a vu un homme accompli. Mais elle n'a pas vu les années de sacrifice, de construction, de difficultés qui ont précédé. Elle veut récolter là où elle n'a pas sémé. Mais malheureusement, elle a découvert que tout ce qui brille n'est pas or. Parce que ce Jonasi-là, qui lui mangeait dans les mains, soi-disant, qui était obsédé par elle, qui a régné même sa femme, qui s'est allée s'installer avec elle dans l'appartement, qui lui a acheté une grosse maison, ce monsieur-là a fini par la battre. Elle a failli y passer. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire le... Et elle a dit, il l'a fouetté correctement et bien. Il a laissé des blessures, il a donné des cicatrices. Il lui a dit, quand je veux, tu me donnes. C'est à ça que tu me sers. Tout ce qui brille n'est pas or, mes jeunes sœurs. Rappelez-vous ça. Tout ce qui brille n'est pas or. Faut pas aller chercher à récolter là où tu n'as pas sémé. Et tu viens même pas avec la force. Après avoir été sérieusement battue, elle est partie chez qui? Pour se réfugier. Elle est partie chez qui? Pour demander de l'aide et pour consoler. Chez Joyce, la première femme. Ce film, allez regarder. Parce que ici, là, j'ai fait juste des analyses, je tire des leçons. Je n'ai pas envie d'entrer trop dans le film au cas où vous n'avez pas encore vraiment vu. Allez regarder le film. Retenez ceci, mes jeunes sœurs, mes filles, parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je me dis à bientôt 41 ans. Donc, je peux vous conseiller. Un homme qui a construit quelque chose avec une femme ne va pas forcément abandonner cette femme-là parce qu'il a rencontré une autre jeune fille qui lui fait des positions équerres.
qui est trop fort, qui est trop fort. Oh, oh, pèse. Retenez ceci et pensez-y. Quand des hommes vous approchent et vous promettent monde et merveille, faut pas avoir le gros cœur. Faut pas avoir le gros cœur, mes sœurs. N'ayez pas le gros cœur, ne soyez pas des Mathilda. À la fin, Mathilda réalise que ce qu'elle pensait être une victoire n'en est pas une. Et elle repart avec des blessures, des désillusions et une réalité bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Elle a compris qui était réellement stable, qui était réellement mature, qui était réellement capable de s'occuper de ses enfants. La femme qu'elle considérait comme sa rivale est devenue la femme chez qui elle partait se confier. L'ironie du sort. La femme qu'elle voulait remplacer est devenue la femme en qui elle avait le plus confiance. Ah! La vie si va t'enseigner. Si tu ne veux pas comprendre, la vie va t'enseigner. Comme je vous parle là, mes jeunes sœurs, si vous voulez, vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, ne m'écoutez pas. La vie va vous enseigner. Conclusion, retenez ceci, mes sœurs. Le pouvoir de séduction n'est pas le pouvoir de construction. Vous avez compris? Le pouvoir de séduction n'est pas le pouvoir de construction. Mathilda pensait que le pouvoir de séduction était la même chose que le pouvoir de construction. Or, séduire quelqu'un et construire une vie avec quelqu'un sont deux choses différentes. Comprenez bien, vous les jeunes filles qui pensez que comme vous êtes trop belles, vous êtes trop fortes, vous êtes trop... Vous faites les gymnastiques là, vous allez construire. Ne confondez pas la séduction et la construction. Deuxième leçon que nous retenons du personnage de Mathilda. Dans la vie, la façon dont tu entres, c'est la même façon dont tu sors. Vous avez compris? Là, j'ai pris mon accent. Dans la vie, la façon dont tu entres, c'est la même façon dont tu sors. Voilà. Ne venez pas me parler de José ici. Hein. Ne me parlez pas de José. Voilà. Mathilda quitte la relation en laissant ses enfants à la femme qu'elle méprisait. Le goût de ça. Mathilda quitte la relation en laissant ses enfants à la femme qu'elle méprisait. Aïe! La vie va t'enseigner. La troisième leçon que je retiens de ce film. Ne laissez jamais la souffrance vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous traversez une souffrance extrême, dans ce cas, dans le mariage, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que cette souffrance est en train d'engendrer en moi. Posez-vous cette question, c'est très important. Parce que le moment où vous vous rendez compte que cette souffrance est en train de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas à la base, c'est la preuve, c'est l'indice qu'il est temps de partir. Si nous prenons le cas de Joyce, c'est une fille qui vient d'une bonne famille, qui a reçu une bonne éducation, c'est une femme aimante, pleine d'avenir, qui est solaire, qui aime les gens. Mais au fil du film, jusqu'à la fin, vous voyez que c'est une femme qui s'est totalement transformée. Au fil des années, on se rend compte que la douleur l'a complètement changée. Alors Joyce, c'est une femme qui a beaucoup subi dans ce mariage. Ça, je dois l'admettre. Elle a épousé un homme. Ensuite, elle s'est rendue compte que cet homme sortait avec une jeune fille, plus jeune qu'elle, qui était belle et qui était séduisante, et qu'il avait l'intention de l'abandonner. Il demandait même d'ailleurs le divorce. Malgré cela, elle est restée. Elle est restée. Elle a pardonné. Elle a essayé de donner une deuxième chance en son mariage. Le gars a promis qu'il a quitté la Tisa, qu'il va se concentrer sur elle. Après, elle se rend compte que c'était pas vrai. Elle se rend compte par malveillance qu'il a fait des jumeaux avec la Tisa. Elle se rend bien compte que le mari lui a menti. Il lui a dit, bébé, excuse-moi, c'était une histoire de passage. Donne-nous une deuxième chance. Remettons notre couple en jeu. Elle s'est rendue compte qu'il a menti. Qu'il est reparti avec la Tisa et qu'il a fait enfant au-dessus. On appelle ça double trahison. Non seulement il t'a trompé, mais il a encore fait les enfants. La preuve de la tromperie. Et dans les enfants, là, c'est pas seulement un, c'est deux qui est sorti dedans. Malgré ça, en ce moment-là, moi, à sa place, je serais partie. Non, je vous dis la vérité, je serais partie. C'est vrai qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'on va réagir dans une relation
On ne peut jamais dire ce qui va arriver, mais je pense que je serai partie. Pas parce qu'il m'a trompé. Peut-être parce qu'il a fait un enfant dehors. Parce que c'est vrai que faire un enfant dehors, ça fait mal. Et moi, j'ai toujours dit à mon mari que il n'y a pas une chose qui va me blesser le plus que de savoir que tu m'as trompé et qu'il y a la preuve de l'infidélité. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que tu m'as trompé avec une fille. Je t'ai attrapé. Tu m'as supplié de donner une deuxième chance à notre mariage. Je t'ai repris. J'ai essayé de me reconstruire. Tu es encore, on appelle ça être récidiviste. Tu es reparti vers la même fille avec qui tu m'as trompé, qui m'a manqué de respect. Tu es reparti là-bas. Tu as mis le cadeau, tu as fait enfant. Jusqu'à faire jumeau sur ça. Mais là, c'est fort. On appelle ça être un récidiviste. Tu es récidiviste. Ça aurait même été mieux même qu'il parte tromper Joyce avec une autre fille. Il fait même l'enfant avec une autre fille. Une nouvelle fille. Mais pas la même fille qui s'est moquée de moi. Genre, tu croyais que tu avais gagné. Tu croyais que ton mari était revenu chez toi. Mon frère, je maîtrise ton gars. Le voici qui est venu jusqu'à ce qu'il a fait jumeau. En ce moment-là, Joyce était vraiment blessée. Elle aurait dû quitter le mariage, mais non, elle n'est pas partie. Au contraire, elle a retourné l'histoire. Elle a fait croire aux yeux du monde tellement son véritable problème, c'était sauver l'image. Elle a maintenant commencé à faire croire aux gens qu'elle est pour la polygamie, que ça fait partie de nos traditions. Toujours pour couvrir, mais elle avait mal. Ensuite, elle se rend compte que sa belle-sœur, soi-disant belle-sœur, la soi-disant femme de son beau-frère, le frère de Jonassi, son mari, est en réalité la femme de son mari, qu'il a épousée traditionnellement. Donc, en fait, Matiba, qu'elle pensait être la deuxième femme, est en réalité la troisième femme. Une fois de plus, le gars a mis le couteau. Donc, il met le couteau, bam! Il te trompe avec Matiba. Il vient encore, il tourne le couteau, il fait les jumeaux. Après, il vient encore, il tourne encore le couteau, tu apprends que pendant des années, il s'est foutu de ta gueule. Parce que c'est se foutre de ta gueule, en fait. Il a fait passer sa belle-sœur, sa femme pour sa belle-sœur. Et pendant des années, on s'est foutu de ta gueule. Joyce n'est pas partie. Elle est restée. En ce moment-là, ma chérie, toi, tu ne devais pas partir. Toi, tu vois que ça là, c'est quoi? Quatrième, la fille, la meilleure amie de sa fille, qu'elle considérait comme sa propre fille, Linda, est admise aux urgences. Elle se panique, elle court parce qu'elle considère cet enfant comme son enfant. Elle se rend compte que l'enfant aux urgences là, parce qu'elle est enceinte de son mari. Donc son mari sort aussi avec Linda. Est-ce que c'est pas fort, Jonassi? C'est pas fort? Malgré ça, la tata dit qu'elle ne part pas. Elle reste dans le mariage. À un moment donné, elle est fatiguée et elle dit au monsieur, je veux divorcer. Il ne me reste plus rien. Le gars a dit, pour le meilleur et pour le pire. En ce moment-là, moi je dis, faut laisser ce que le gars a dit. Bien sûr qu'il n'a pas vouloir que tu le laisses. Elle a l'argent. Elle a les connexions. Elle peut vivre sans ce monsieur. Pourquoi ne pas te détacher? Pourquoi ne pas partir? Je ne vois pas ce qui a empêché Joyce de partir en fait. Parce que Essie, on peut dire que Essie est restée dans la relation parce que le gars pourvoyait financièrement. Moi, ce que moi je me dis, quelque part, c'est lui qui payait les factures. Donc, c'est une part, elle ne voulait pas travailler. Donc, peut-être c'est pour ça qu'elle est restée quelque part. Matiba, c'était les intérêts. Elle a vu que ça n'allait pas donner, elle allait se chercher. Toi, Joyce, tu es resté pourquoi? Tu pouvais partir en fait. Mais non, tu es resté. Tu es resté parce que tu ne voulais pas qu'aux yeux de tout le monde, tu as échoué. Tu ne voulais pas qu'aux yeux de tout le monde, dit que ton mariage a échoué. Tu es resté alors que tu voyais bien que cet homme était en train de te détruire, qu'il était en train de te changer. Et tu as fait un plan démoniaque. Elle a décidé d'envoyer quelqu'un qui avait le sida, une femme qui avait le sida, d'aller séduire son mari. En sachant qu'en séduisant son mari, comme il aime beaucoup le Wela,
le truc là qu'il ne peut pas refuser. Il va faire, il va attraper la maladie et la maladie va le tuer. Vous voyez à quel point ce mariage l'a transformée. Une jeune fille qui était pleine de vie, conviviale, heureuse, joviale, solaire, s'est transformée en une femme aigrie, énervée, pleine de chagrin et de haine. Ne laisse jamais la souffrance te transformer. Si tu es dans une relation et que tu sens que tu es en train de changer, que tu es en train de devenir une autre personne, que tu es en train de ne pas te reconnaître à cause de la souffrance que tu subis dans cette relation, ma soeur, pars. C'est le signe que tu dois partir, que tu dois prendre tes deux pieds et courir sans regarder derrière. Parce que ça n'en vaut pas la peine. La trahison l'a changé. L'humiliation l'a changé. La colère l'a changé. À tel point qu'elle a fini par prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre auparavant. Et c'est là que je me suis posé la question. Combien de femmes aujourd'hui ne reconnaissent plus la personne qu'elles sont devenues à cause d'une relation qui les a détruites? Combien sont devenues amères? Combien sont devenues méfiantes? Combien vivent dans la colère? Combien vivent dans le désir de se venger? Je crois que la plus grande victoire après une blessure n'est pas la vengeance. La plus grande victoire, c'est de réussir à rester fidèle à soi-même. Parce que parfois, lorsqu'une personne nous fait souffrir, elle ne mérite pas en plus de nous voler notre paix, nos valeurs et notre identité. Parfois, la meilleure décision n'est pas de se battre. Parfois, la meilleure décision est simplement de partir. Partir avant de devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. La quatrième et la dernière leçon que je retiens de cette série, les enfants payent toujours le prix. Les véritables victimes de cette histoire sont les enfants. Parce que les adultes font des choix, mais c'est très souvent les enfants qui vivent avec les conséquences, et ce, toute leur vie. Premièrement, je pense à la fille de Jonasi, dont la meilleure amie est devenue la compagne de son père. Vous imaginez le traumatisme? Vous imaginez la trahison? Comment reconstruire sa vision de l'amour, de l'amitié, après avoir vécu une chose pareille? Ce sont des blessures qui risquent de l'accompagner toute sa vie si elle ne se fait pas suivre par un thérapeute ou alors par un psy. Ce sont des blessures qui resteront pour toujours gravées dans sa mémoire. Sa meilleure amie, celle-là chez qui elle se confiait, celle-là qui connaissait tous ses secrets, est sortie avec son papa. C'est trop grave. Est-ce que vous imaginez ce que cela peut laisser comme traumatisme chez un enfant? Ton père, celui-là qui est supposé te protéger, celui-là qui est la figure mâle, celui-là qui est supposé représenter l'homme alpha, et aller fricoter avec ta meilleure amie. Est-ce que vous imaginez le traumatisme de cette fille? Si elle n'est pas suivie, elle risque de grandir avec des traumas qui risquent de l'accompagner, de la suivre dans ses futures relations amoureuses elle-même. Et même dans ses relations avec le monde entier en général. Comment est-ce qu'elle pourra encore croire à l'amour? Comment est-ce qu'elle pourra encore croire à l'amitié? Vous voyez dans le film, pour moi, c'est celle-là qui soutient sa mère. C'est celle-là qui encourage sa maman de quitter son papa. C'est celle-là qui dit à sa maman, tu mérites mieux que ça. Après avoir vu une mère qui a accepté autant de choses, qui a pardonné autant de choses. Après avoir vu un papa qui a maltraité sa maman au point de sortir avec sa meilleure amie. Quelle idée du mariage est-ce que cet enfant a? Quelle idée de l'amour est-ce que cet enfant a? C'est un enfant qui est traumatisé, qui est biaisé, qui n'a plus de repères. Je vais prendre ensuite le cas de Sarah, la fille que Jonasi a eue avec Essie. Un enfant caché. Cette fille a grandi dans l'ombre. Cette fille savait qui était son véritable père, mais n'avait pas le droit de l'appeler papa. Est-ce que vous imaginez le traumatisme? Cette fille qui regardait son père aimer et reconnaître d'autres enfants publiquement, pendant qu'elle était cachée. Est-ce que vous imaginez le traumatisme de Sarah? Cette fille m'a vraiment fait de la peine dans le film. C'est l'un des personnages qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ce que Sarah réclamait, ce n'était pas forcément de l'argent. Ce n'était pas des privilèges.
C'était tout simplement de l'amour venant de son papa, de l'amour vrai, de l'amour qui se voit. Elle voulait être reconnue, comme tout le reste de ses frères et de ses sœurs. Est-ce qu'elle n'avait pas le droit? C'est l'une des raisons pour laquelle j'en veux beaucoup à Essie. Parce qu'en acceptant d'être la femme cachée, de jouer la rôle de la belle-sœur, elle a accepté aussi d'entraîner sa fille dans ça. En quel moment est-ce qu'elle a pensé à sa fille et du traumatisme qu'elle pouvait vivre? Tout ce que Sarah réclamait, c'était de l'amour. C'était de la reconnaissance. C'était simplement le droit d'exister publiquement comme étant la fille de son père. Et nous savons tous que, généralement, lorsqu'un enfant grandit sans reconnaissance, cela engendre des blessures très profondes dans la vie de cet enfant. Des blessures qui peuvent influencer son estime de soi. Des blessures qui peuvent influencer ses relations amoureuses. Des blessures qui peuvent influencer sa façon de se voir elle-même. Je pense personnellement que la fille de Sarah est celle qui a le plus souffert de tout ce mélange-là. C'est celle qui a vraiment le plus souffert. Et elle m'a fait beaucoup de la peine. Tellement je recherchais l'attention de son papa qu'elle allait jusqu'à draguer le copain de sa sœur, Poumé, et faire des avances à son oncle, le frère de son papa. Tout ça parce qu'elle voulait attirer l'attention de son papa. Parfois, les enfants font des bêtises parce qu'ils ont l'impression que les parents ne les voient pas, les enfants ne les entendent pas. Ils font des bêtises parce qu'ils veulent en tirer l'attention sur eux. Elle était tellement désespérée à ce point. Je me rappelle une scène où elle est restée au restaurant jusqu'à dans la nuit parce qu'elle attendait son papa. Tout ce qu'elle demandait, c'est pouvoir prendre un dîner avec son père dans un lieu public. Sarah m'a vraiment beaucoup fait de la peine. Et j'en veux beaucoup à Essie d'avoir permis que cet enfant traverse tout ça. Parce qu'elle était amoureuse ou alors parce qu'elle voulait rester dans un certain confort, qui était en réalité pas un confort. La troisième personne ici que je veux parler de Menzi, le fils de Joyce. Le premier fils de Jonassi et de Joyce. L'aîné de la famille. Le futur héritier de tout l'empire que les parents ont construit. Alors Menzi était amoureux ou est amoureux de Lindale, la meilleure amie de sa sœur. La même Lindale qui sort avec son papa. D'ailleurs, on montre une scène où quand il a découvert que sa sœur, que Lindale sortait avec son père, ils étaient dans une boîte où Lindale était en train de lui faire chanter. Il a vu Lindale chanter au micro de son père. Il a failli avoir une crise cardiaque. Il était amoureux, il est d'ailleurs vraiment amoureux de cette femme, de cette jeune fille. Il est d'ailleurs allé confronter Lindale pour lui demander, mais qu'est-ce que mon père te donne que je ne peux pas te donner? Lindale lui a dit, ah Foumalouka, moi j'ai besoin d'un homme mature, il me fait vivre des choses, des sensations que tu ne peux pas. Menzi est amoureux de cette jeune fille. La mère, Joyce, dans sa quête de vengeance, a décidé d'infecter son mari du VIH-Sida en envoyant une fille qui a atteint de la maladie séduire son mari, sachant que ce monsieur ne peut pas résister à la chair. Elle a décidé qu'il va mourir par le même canal avec lequel il utilisait pour la détruire. Ce qu'elle oublie, c'est que Lindale était la dernière personne à sortir avec son mari. Donc Lindale a probablement, sûrement, fait l'amour avec son mari et a probablement pris aussi la maladie. Or, ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle ignore, c'est que son fils est fan de cette petite fille. Menzi souffre à deux niveaux. Il subit les conséquences à deux niveaux. Son père savait qu'il était amoureux de cette jeune fille. Ça ne l'a pas empêché d'aller draguer la fille et de coucher avec elle. Ça l'a traumatisé, ça l'a franchement blessé. Et on constate d'ailleurs que lorsque Menzi commence à travailler dans la société de son papa, il commence à avoir plus ou moins le même comportement que son père. Il couche avec les filles dans le bureau, il est un peu volage, il n'est pas responsable. Deuxième truc, sa maman dans la quête de vengeance a infecté le papa. Le but étant que le papa, le monsieur meurt et qu'elle prenne l'héritage total. Parce qu'elle dit dans la vidéo, Menzi ne va pas me faire ce que toi tu m'as fait. Parce qu'aussi à la fin de la vidéo, il a légué tout à son fils. Et dans le plan de la dame, elle va tuer le mari
avec le sida, l'enfant va prendre tous les biens et ils vont gérer tous ensemble. Mais la partie qu'elle ne savait pas, c'est que l'enfant est amoureux de Lindale, la dernière compagne avec qui le monsieur était. Et d'ailleurs, c'est là où le film s'arrête. C'est que le jour des obsèques, Menzi a des rapports avec Lindale. C'est-à-dire, Menzi va attraper aussi le VIH-Sida. Comme quoi, l'enfant subit les conséquences de l'action de la maman. La maman, en infectant le mari, son but était de tuer le père. Mais malheureusement, cela se retrouve aussi sur son enfant. Voilà. On attend la saison 2 parce que je suis sûre que la saison 2, ça va chauffer. On aura maintenant Menzi qui va se mettre avec Lindale qui a le sida. Quand quelqu'un nous blesse énormément, nous avons envie de voir cette personne souffrir à son tour. Mais dans sa quête de vengeance, elle a oublié quelque chose. Nos actions ont souvent des conséquences qui dépassent les personnes que nous voulons atteindre. À la fin, ce n'est pas juste Jonassi qui a été touché, mais son propre fils, son seul fils. Les conséquences de ses actions se propagent bien au-delà de ce qu'elle avait prévu. C'est pour cela que je crois personnellement que certaines batailles doivent être laissées à la vie. Certaines batailles doivent être laissées à Dieu. Certaines batailles doivent être laissées au temps. Parce que parfois, lorsque nous décidons de rendre le mal par le mal, nous finissons très généralement par blesser les innocents autour de nous. La meilleure revanche n'est pas toujours la destruction. Parfois, la meilleure revanche, c'est de partir, guérir et se reconstruire. Une nouvelle vie sans cette personne. La conclusion, c'est que les adultes font des choix et les enfants vivent très généralement les conséquences de ces choix-là toute leur vie. Nous voici donc venus à la fin de mon analyse. Pour moi, la série de Polygamis n'est pas une série sur la polygamie. C'est une histoire sur les conséquences du fait de ne pas se choisir. Alors j'aimerais dire à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, choisis-toi avant un homme. Choisis-toi avant le regard des autres. Ne cours pas après ce que tu n'as pas construit. Ne laisse pas la souffrance te transformer. Et n'oublie jamais que tes choix touchent aussi tes enfants. Parce qu'à la fin, les gens oublieront ce qu'ils ont dit de toi. Mais toi et tes enfants devraient vivre avec les conséquences de tes décisions. Et vous, quelle est la plus grande leçon que vous avez retenue de cette histoire? Laissez ça en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère surtout que j'ai parlé à quelqu'un. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que lorsque j'ai regardé ce film, j'étais vraiment beaucoup touchée. J'étais touchée. J'ai commencé à regarder le film à 21h. J'ai regardé jusqu'au lendemain à 6h du matin. J'ai vu le jour se lever devant moi parce que chaque épisode, j'avais envie de voir la suite. Ce film m'a fait vraiment de la peine, surtout en ce qui concerne les différentes femmes qu'on retrouvait dans les films, le choix et les décisions qu'elles ont eu à prendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'avais vraiment besoin de parler aux femmes et je sais que ma chaîne YouTube est suivie 90% par des femmes et la tranche d'âge c'est 35 à 45 ans et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une conversation autour de ce polygamie. J'aimerais que vous me laissiez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de mon analyse, quelle est l'analyse que vous avez faite et vraiment j'aimerais profiter de cette vidéo pour essayer de parler aux femmes et de vous dire vraiment en conclusion générale, apprenez à vous choisir. Choisissez-vous. Choisissez-vous. Au-delà de tout, vous êtes la priorité. Faites de vous la priorité. Aimez-vous. Ne laissez pas un homme vous faire croire qu'il est la source de votre bonheur. Le mariage est une bonne chose. C'est une décision qui a été créée par Dieu. Mais le mariage à tout prix, non. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye. Je vous aime. Your head is anointed. Amen. And your head will not have depression, anxiety, Alzheimer's, every disorder. Everything you touch with your hands, it will flourish. Amen. It will blossom. Yes. Everything you touch with your hands, it will multiply. Yes. It will add.